Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés. Dans quelques minutes, nous parlerons du conseiller territorial qui est un des projets du président renouvelé. Mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière d'agents, on a eu une augmentation du minimum de traitement compté du 1er mai par un décret du 20 avril et un autre décret du même jour a fixé les règles en matière de protection sociale des agents territoriaux, avec quelques petites déceptions. On avait fait une vidéo là-dessus ensemble, rappelez-vous. Voici toute une série de détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. Un autre décret du 16 avril a mis fin au corps diplomatique, ou aux deux corps du corps diplomatique en réalité, pour les intégrer dans le cadre général des administrateurs d'État. Donc c'est passé à la moulinette de la réforme de la haute fonction publique. Il y a eu toute une série d'ajustements RH aussi pour les sapeurs-pompiers par un décret du 14 avril 2022. À noter aussi un autre décret, mais du 15, sur des expérimentations de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles. Les agents peuvent parfois agir de manière un peu plus surprenante. Par exemple, les forces de l'ordre peuvent se transformer en services d'ordre pour des événements, et ce de manière payante. C'est un régime qui date de 2012 et qui a été commenté, et en réalité à la marge réformé, par une nouvelle circulaire du 8 avril 2021. Le Conseil d'État, de son côté, nous a dit comment s'exerçait le contrôle et dans certains cas la tutelle sur les actes des associations syndicales autorisées par les préfets. Conseil d'État, 19 avril 2022. Le tribunal des conflits, de son côté, nous a dit que si j'ai une personne agréée qui dépose des matières de vidange issues d'installations d'assainissement non collectif, pour les mettre dans l'assainissement collectif, si cette personne exécute ceci, est-ce qu'elle va être considérée comme usagère du service ou comme y participant? Eh ben non, comme usagère du service, donc les litiges avec elle seront du contentieux judiciaire. Commande publique maintenant. Quel délai de prescription appliquer quand j'ai des actions en responsabilité dirigées par un maître d'ouvrage contre des constructeurs et leurs sous-traitants? Réponse par un arrêt important du 12 avril 2022. Un peu moins surprenant, mais sur un sujet sensible, le Conseil d'État confirme qu'en cas de résiliation, la saisine du CCIRA n'interrompra pas les délais de recours contentieux. Et puis, sur les prestations éventuelles supplémentaires, autre décision du Conseil d'État, 1er avril 2022, également importante. Vous avez peut-être un marché public avec l'État russe, ou plus probablement des fournisseurs russes ou liés au monde russe. Eh bien, dans un certain nombre de cas, cela entraînera l'illégalité du contrat et la possibilité, même l'obligation, de le résilier sans indemnisation. Une fiche de la DGJ nous détaille tout ceci. Et puis, le prêt de salle, même oral, reste un cadre contractuel, nous dit la CA de Versailles. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Passons tout de suite maintenant à un dossier important, porté par le président renouvelé, le conseiller territorial. Face au millefeuille territorial, ou la lasagne si vous êtes plutôt salé que sucré, Emmanuel Macron, candidat, a, pendant sa campagne, inséré dans son programme le retour du conseiller territorial. Bon, avec peut-être un choix possible, région par région. Est-ce que j'ai un conseiller territorial ou un couple de conseillers territoriaux, enfin un duo, qui siégerait au département et à la région? Ou est-ce que j'aurais un système de liste régionale avec des ventilations par département? À voir. C'est donc un peu un retour au conseiller territorial rêvé par Nicolas Sarkozy et qui avait donné lieu à la loi du 16 décembre 2010. L'idée était, faute de supprimer des couches du millefeuille, on va les coller deux à deux. En effet, dans la loi de 2010, on devait avoir les mêmes élus qui siégeaient en département et région, c'était le conseiller territorial, inséré donc par la loi du 16 décembre 2010, puis abrogé ensuite sous le quinquennat de François Hollande. Mais, on l'oublie toujours, il y avait eu également deux propositions de loi Fillon en 2009, visant là aussi à avoir les mêmes élus entre communes et départements, selon un régime qui ressemblera beaucoup à ce que fut finalement la loi Valls de 2013. Donc on devait avoir les mêmes élus, mais deuxième chose, et ça on s'en souvient parfois moins, on devait avoir une suppression de la clause générale de compétence des départements et des obligations
de mutualisation, ou plutôt une très forte incitation à la mutualisation des services entre départements et régions. Donc il n'y a pas que les élus qui collaient les niveaux du millefeuille entre eux, il y avait également les cadres et un certain nombre d'éléments relatifs aux compétences. Les politistes, d'ailleurs, étaient assez nombreux à estimer que Nicolas Sarkozy, par cela, voulait aussi, avec des élus sur des grands cantons, sur des compétences départementales et régionales, favoriser le bipartisme dans notre pays. Bon, ce n'est pas ce qui se dégage de ces dernières années, mais les réformes n'en sont pas allées jusqu'à leur terme, puisque le conseil territorial créé en 2010 a été supprimé. Il est redevenu un peu à la mode en 2018-2019, puis il y a quelques mois avec une résolution du député Philippe Vigier, qui sera avec nous dans quelques secondes. Et c'est évidemment assez débattu. D'un côté, on a beaucoup d'élus qui disent, ou de cadres territoriaux, d'analystes qui disent « Ah, mais ça va éviter les difficultés de coordination entre niveaux, ça va évoquer les doublons et ça va permettre une certaine unité d'action et peut-être aussi une plus grande proximité avec le terrain parce qu'au lieu d'avoir des listes régionales, on aura des élus de terrain. Et puis peut-être que le jour où on discutera de point de savoir si telle ou telle compétence, je sais pas, en matière de route, de santé ou autre, est donnée au département ou à la région, on arrêtera d'avoir une guéguerre entre département et région puisqu'on aura en fait les mêmes élus. D'autres nous disent non, c'est baroque, ça va éloigner les élus du terrain, fragiliser la région, disent les uns, voire le département, voire les deux. Diable! Sur tout ceci, j'ai voulu inviter avec vous un partisan de cette réforme, le député Philippe Vigier, et une personne qui est plus opposée, qui est la professeure Géraldine Chevrier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Monsieur le député, commençons par vous. Vous avez déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale avec des modalités adaptées. Pourquoi et comment? Écoutez, les choses sont simples. D'abord, je suis cohérent avec ce que j'ai toujours dit. Celui qui vous parle est député, mais a été, depuis 1995, 20 ans conseiller régional. Et il a eu la chance d'être maire et président de comité de communes, je crois bien connaître les collectivités, le fonctionnement des départements. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait prévu le conseiller territorial, nous l'avions voté, mis en place, j'ai d'ailleurs été rapporteur pour une partie du texte au titre de la commission des finances, et François Hollande, parce que souvent une nouvelle gouvernance, un nouveau président aime bien découdre ce qui a été fait auparavant, même s'il y a eu une majorité assez large, avait donc supprimé ce conseiller territorial. Et là, nous avons donc voté une résolution, ce qu'on appelle une proposition de résolution, à l'Assemblée, très largement, d'ailleurs avec beaucoup de groupes qui se sont joints à cela. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, moi, je suis attaché au territoire, la Covid l'a démontré, le post-Covid également, l'énergie, l'innovation, la créativité, on l'a dans les territoires, c'est un problème de confiance pour les acteurs locaux, qui sont les décideurs, qui sont ceux qui sont les plus proches du terrain. D'ailleurs, nos compatriotes ne se trompent pas, ils aiment leur maire, ils ont mal identifié leur conseiller régional, même très peu identifié. Donc, comment être plus efficace? Parce que j'ai constaté que les priorités des régions et des départements n'étaient quelquefois pas les mêmes. J'ai constaté des déperditions d'énergie parce que chacun voulait avoir sa stratégie, sa méthode de financement, le projet qu'il soutenait. Tout cela n'a pas de sens. Donc, il faut donner cohérence. Et cohérence, c'est de faire en sorte que chacun, dans ses compétences, on connaît les grandes compétences régionales, par exemple d'aménagement de territoire ou de mobilité ou de formation, on connaît les grandes compétences du département en matière d'aide sociale, en matière des personnes âgées, en matière de route. Bref, il y a donc lieu à faire une synergie entre les deux. Et donc, ce qui serait vraiment formidable, c'est que le conseiller régional étant conseiller départemental, c'est une voie identique, parce que ce serait difficile de tenir une voie avec un projet que l'on soutienne dans une préfecture de département et à la préfecture régionale, on change de discours. Et puis un deuxième élément, c'est que les très grandes régions voulues par François Hollande, vous avez des mastodontes qui se sont créés, je ne parle pas de ma région Centre-Val de Loire qui n'a pas changé de périmètre, prenez par exemple la région de Hauts-de-France, mais même si on prend l'Aquitaine, qui est devenue une région absolument immense, eh bien, franchement, la proximité n'est plus au rendez-vous. Donc, c'est une affaire de cohérence, une affaire d'efficience en matière de deniers publics, en matière de stratégie, et puis au moment où il y a les grands enjeux, je terminerai juste là-dessus. On parle beaucoup de transition écologique. Il y a des schémas régionaux, on multiplie les différents schémas, mais la déclinaison locale au plus près, elle est mal faite, elle n'est pas faite, elle est mal suivie. Enfin, ceux qui nous disent que ça sera de trop grands cantons, que le conseiller départemental, qui sera également conseiller régional, sera loin des habitants, je lui réponds, mais un conseiller régional, sa circonscription, c'est la région, donc l'argument tombe tout de suite.
Donc, oui, pour toutes ces raisons, je crois dans cette réforme. Après, il faudra calibrer parfaitement ce que font régions et départements, mais les compétences ont été bien réparties. Il y a quelques chevauchements encore, et ça sera justement de nature à éviter ces chevauchements. Pour moi, efficacité, force des territoires seront au rendez-vous. Et vous, Géraldine, vous êtes plus dubitative. En effet, je trouve d'abord que l'idée relève un peu du marronnier. On est en campagne électorale, il faut changer quelque chose et on s'en prend aux échelons territoriaux alors que telle n'est pas la priorité aujourd'hui. Et quant au conseiller territorial, le principal grief qu'on pourrait lui faire, c'est que la région est le seul niveau de collectivité qui n'est pas un niveau de proximité, c'est un niveau stratégique de développement économique, de formation professionnelle, mais surtout de coordination. On lui a donné des outils de coordination, parfois avec une force juridique un peu renforcée à titre de compatibilité. Et un conseiller territorial, c'est-à-dire un élu commun au département et aux régions, serait donc un élu qui serait tiraillé entre les intérêts départementaux et les intérêts régionaux. Oui, mais le but n'est-il pas justement d'éviter les doublons et de favoriser une certaine coordination? Bien, l'ambition pourrait être légitime si on avait la loi NOTRe qui a été adoptée il y a quelques années. D'ores et déjà, avant la loi NOTRe, on pouvait quand même souligner que autant le département peut avoir des compétences qui se rapprochent des autres niveaux de collectivité tels que les communes ou des niveaux de PCI, mais pas forcément réellement des régions. Depuis la loi NOTRe, on a quand même plus de clause générale de compétences pour la région et le département, donc pas trop de risques de doublons en lien avec l'utilisation de cette clause. On a unifié les transports, il n'y a plus de compétences de développement économique des départements, donc il reste encore, évidemment, comme pour tout niveau de collectivité territoriale, des possibilités de rencontres, de la même façon qu'il existe des rencontres de compétences entre l'État et les régions. Mais ce sont des problèmes de coordination qui peuvent se résoudre par l'intelligence territoriale. On voit par exemple certaines régions signer des conventions de coordination concernant l'accès des jeunes et des allocataires du RSA aux dispositifs de formation professionnelle que les régions dispensent. Donc les départements et les régions savent déjà se mettre d'accord. Rendons éventuellement certaines mutualisations et certaines conventions de coordination obligatoires, tout au plus. Mais il n'y a pas assez de doublons aujourd'hui, après la loi NOTRe, et compte tenu de la différence de vocation de ces deux niveaux de collectivité territoriale, pour justifier une mesure qui est une demi-mesure. On a envie de supprimer un échelon de collectivité, alors on fait un élu commun parce qu'on est incapable d'en supprimer l'un ou l'autre. Ça ne me paraît pas la bonne réponse à une question qui en effet se pose, mais de façon plus proportionnée qu'on le pense. Eh bien, merci, au revoir. À bientôt, Au revoir. au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de dossiers pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.